les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Voilà, après ces péripéties, on va pouvoir commencer cette conférence assez atypique que nous avons programmée en marge du colloque organisé par Lyon 2, Lyon 3, l'ENS et la Sorbonne autour de Marc Bloch et son œuvre de médiéviste. Donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Laurent Douzou, que les fidèles d'entre vous connaissent bien, et Julien Théry. Alors c'est le premier médiéviste, le professeur d'histoire médiévale, le premier médiéviste à s'asseoir à cette table, et je l'en remercie. On a l'habitude ici de parler de Marc Bloch en tant que résistant. L'annonce de ce colloque nous a un peu frustrés parce qu'on avait peiné un peu à y trouver une place, d'où cette idée d'une conférence à deux voix, un professeur d'histoire contemporaine émérite et un professeur d'histoire médiévale, et tout ça en présence donc de personnes qui connaissent bien le musée et d'autres qui sont venus pour le colloque. Et je voudrais surtout saluer la présence de Daniel Bloch. Daniel Bloch, c'est le fils de Marc Bloch, le dernier de ses 6 enfants vivants, qui est venu d'Espagne pour assister au colloque, et que j'ai vraiment grand plaisir à accueillir ici, et que je vous demande de bien vouloir applaudir. Donc cette conférence à deux voix va pouvoir commencer par... C'est moi, non seulement je suis le premier médiéviste à m'installer ici, mais je prends la parole en premier alors. L'intitulé de la conférence, donc 1940-44, Marc Bloch, Narbonne, alias Narbonne, du saccage à la transfiguration d'une ville, ne laisse pas de doute donc sur le fait que ce dont il va être question ici, c'est l'engagement ultime et le sacrifice de Marc Bloch, dont je rappelle, sous le contrôle de Laurent Douzou, car évidemment je ne connais toutes ces choses que de seconde main en quelque sorte, je suis absolument pas spécialiste d'histoire contemporaine et ne prétend pas l'être. Au mois de mars 1944, Marc Bloch, qui depuis 1 an à peu près s'est engagé pleinement dans la résistance et qui s'est déplacé à Lyon pour cela, qui est venu du Limousin où il s'était retiré, s'installer à Lyon, au mois de mars, donc au sortir de son bureau qui se trouvait rue des 4 Chapeaux, sur la Confluence, est arrêté je crois, par la Gestapo, je ne sais plus si c'est la Zippo ou quelle partie de la Gestapo l'arrête. Il est emprisonné, emmené au lieu où nous sommes aujourd'hui, qui était l'ancienne école de santé militaire, dans des geôles où de très nombreux résistants sont torturés. Il est torturé. Son bureau est rapidement repéré, ses dossiers sont pris, il va lui-même être ensuite déplacé à la prison de Montluc, et puis, peu après le débarquement du 6 juin, alors que les activités de la résistance s'intensifient dans la région, évidemment, eh bien une vague d'exécutions, d'assassinats, puisque c'est de cela qu'il s'agit en réalité, de groupes de résistants qui sont prisonniers, a lieu, et il est parmi 30 résistants qui sont assassinés à coups de mitrailleuse dans le dos par la SS, je crois, à Saint-Didier-de-Formans, dans l'Ain. Alors, bien sûr, nous avons organisé le colloque international qui aura lieu demain sans relation directe avec l'activité, avec les idées politiques, avec l'activité de résistant de Marc Bloch. Nous l'avons fait parce que c'était le centenaire de ce livre fondamental, Les Rois thaumaturges, qui a changé dans une large mesure l'historiographie, la manière de faire de l'histoire. Nous ne l'avions pas fait cependant sans déjà, il y a 1 an, quand nous avons commencé à organiser cette rencontre, prévoir une après-midi, une demi-journée consacrée à cet engagement de Marc Bloch, à son itinéraire d'intellectuel, de citoyen et de résistant. Ce sera l'objet
de l'après-midi de vendredi, sous la direction, et après l'introduction de François-Olivier Touati, ici présent. Et puis donc, je remercie très vivement le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, Madame Rivet en particulier, de nous accueillir pour cette présentation autour de Marc Bloch résistant. Il y a un lien, et il y a même un lien qui, dans mon esprit, est direct, c'est pour ça que j'ai accepté d'être là aujourd'hui sans être spécialiste, entre les rois thaumaturges, entre Marc Bloch, historien du Moyen-Âge, qui fait un choix d'objets très étrange, complètement non conformiste, qui débouche sur ce livre, Les rois thaumaturges. Alors qu'au départ, il veut étudier le sacre de Reims, il dévie, ce que Lucien Febvre va lui reprocher un moment, puis il va l'en féliciter, il dévie sur un objet insaisissable, la croyance populaire, à l'efficacité du sacre, qui fait du roi, on ne sait pas trop si c'est un prêtre ou un saint, mais quelqu'un qui est capable de faire un acte surnaturel, guérir, par lequel Dieu va passer pour guérir. Il y a un lien entre ce choix que fait Marc Bloch et son itinéraire politique et son sacrifice ultime, sur lequel j'aurais en fait des questions à vous poser, que je vous ai un petit peu posées dans une émission que nous avons fait ensemble, Laurent Douzou, en tant que spécialiste, des questions qui ont trait à sa sensibilité politique, à ses choix et à son évolution personnelle. Et j'espère que je vais réussir à vous convaincre de ce lien avec son travail de médiéviste autour des rois thaumaturges. Mais on peut peut-être partir de cet événement qui nous a pas complètement surpris, mais auquel on s'attendait pas maintenant, la panthéonisation de Marc Bloch, dont nous avons appris la nouvelle il y a peu, il y a quelques semaines. C'était dans l'air. Vous le savez, déjà en 2006, par exemple, une brochette d'intellectuels prestigieux avait écrit une supplique au président Chirac pour demander la panthéonisation de Marc Bloch. Emmanuel Macron a jugé opportun d'y procéder maintenant. Et ce que je trouve intéressant dans ce choix, c'est évidemment le fait que, pour le pouvoir, manifestement, Marc Bloch est un personnage rassurant, ou en tout cas un personnage dont on pense qu'il va valoriser la démarche du président, qu'il va pouvoir s'insérer, disons, dans l'idée que l'État veut donner de lui-même aujourd'hui, que la République veut donner d'elle-même aujourd'hui. Or, et ça a quand même déjà été remarqué à plusieurs reprises, il y a peut-être là une erreur. Peut-être que Marc Bloch n'est pas si rassurant, peut-être que son itinéraire, ses idées ne sont pas si rassurants aujourd'hui, d'un certain point de vue. Mettre en avant quelqu'un qui, comme Marc Bloch, a consacré un livre entier après la défaite, immédiatement après la défaite de 40, l'étrange défaite, à réfléchir sur ce qu'il a très clairement désigné comme une trahison des élites, et en particulier de l'opinion bourgeoise, comme il le dit, c'est l'expression qu'il emploie à plusieurs reprises, des élites possédantes. Marc Bloch explique que l'effondrement est très largement lié à un choix qui a été fait. On est en septembre 40, il faut bien dire à quel moment on est quand on parle de ce que dit Marc Bloch, parce que ça évolue. À ce moment-là, dans la déception face à la défaite, l'amertume, il dit clairement, il place clairement des responsabilités sur le dos des élites économiques et de la droite française, en disant ces gens ont choisi le fascisme, l'extrême droite et l'étranger en l'occurrence, parce que ça allait de pair, parce qu'ils avaient peur du Front populaire, parce qu'ils ne supportaient pas que les manœuvres puissent maintenant aller au cinéma. Il l'écrit comme ça. Et il dit, c'est cette alliance des élites dirigeantes avec ces gens-là qui nous a menés là où on est. Faire le choix, aujourd'hui, de promouvoir un homme comme celui-là, c'est pas, peut-être, sans risque. Marc Bloch est quelqu'un aussi qui dit, vous savez très bien, qui ne se sent que juif face à un antisémite. Il ne se sent juif, il ne se revendique comme juif que face à un antisémite. C'est quelqu'un qui a la plus grande méfiance pour le sionisme, qui ne croit pas, et dit clairement, qu'il considère comme des fariboles, aux justifications pseudo-historiques, généalogiques, raciales du sionisme. Et il va le dire de plus en plus clairement, en particulier au moment où il va intervenir quand Vichy crée
cette Union des Israélites de France. On veut promouvoir cet organisme dont il dit qu'il ne faut absolument pas accepter, en tant que juif, d'être séparé en quelque manière que ce soit de la communauté nationale. Ça a du sens. Et encore une fois, aujourd'hui, plus que jamais peut-être, ça a du sens, cette position. Sans savoir ce que Marc Bloch évidemment aurait pensé de la situation actuelle en Palestine et de la situation de l'antisémitisme et des instrumentalisations aussi de la lutte contre l'antisémitisme ici. Je passe aussi sur tout ce que Marc Bloch a pu écrire sur le caractère dommageable du mépris des gouvernants pour l'éducation nationale, pour les sciences de l'homme, pour la recherche et l'université, et sur les effets désastreux du refus de financer correctement ces activités sociales. Là encore, peut-être y a-t-il un risque à mettre en avant quelqu'un qui avait ces points de vue-là aujourd'hui. Alors quel est le lien avec les rois thaumaturges? Et quel est le lien avec l'itinéraire de Marc Bloch? Eh bien, on parlera beaucoup demain, je pense. Lorsque Marc Bloch fait ce choix étrange, alors qu'il a décidé, on le sait, par un témoignage de Charles de Montperrin, par exemple, du début 1919, qu'une fois terminé, c'est presque fait, son travail sur le servage rois et serfs, sa thèse abrégée au lendemain de la guerre, alors qu'il a décidé de s'intéresser au sacre des rois à Reims, il ne choisit pas la voie qu'il connaît très bien, qui est en train d'être empruntée au même moment du côté de l'Allemagne, de l'étude de la ritualité pour elle-même, de son sens juridique, de son sens en termes de théologie politique, comme le font au même moment des gens comme Percy Schramm, comme le font au même moment des gens du cercle de Stéphane Georges, comme le fait au même moment, jusqu'à publier 3 ans après les rois thaumaturges en 1927, un livre extraordinaire, Ernst Kantorowicz, avec son empereur Frédéric II, sur lequel je reviendrai demain, que Marc Bloch avait lu. Pourtant, la matière est à peu près la même. C'est la sacralité du politique. Mais Bloch détourne complètement, en tout cas, traite d'une manière complètement différente la question et crée même un autre objet. Il fait de cette question un objet différent. Il traite de cette question en constituant un objet historique tout à fait différent de celui que les Allemands, à la même époque, constituent avec la même visée qui est historiquement surdéterminée naturellement par l'époque où on se trouve à ce moment-là en Europe, celle des nationalismes exacerbés et des identités nationales et de l'État, de l'exaspération de l'État-nation. Ce qui se passe côté allemand, c'est qu'on fait un traitement qu'on peut dire aujourd'hui clairement et sans aucune polémique, un traitement en termes de nationalisme à la fois germanique, allemand, marqué par la germanité, et de droite, de toutes ces questions. Percy Schramm sera nazi. Stéphane Georges est mort trop tôt, mais les gens de son cercle étaient nazis. Kantorowicz aurait bien aimé être nazi, mais comme il était juif, il a participé, il a été membre de l'extrême droite allemande, notamment lorsqu'il s'est agi de réprimer les corps francs et les spartakistes au début des années 20. Mais voilà, il a été rattrapé par sa situation qui était la même que celle de Marc Bloch, entre parenthèses. Je renvoie là-dessus au très grand livre d'Enzo Traverso sur la fin de la modernité juive et sur ces figures de juifs du 19e et du 20e siècle totalement assimilés, complètement laïcisés, mais qui restent à l'écart, qui restent soit explicitement, soit implicitement, et qui se sentent plus ou moins consciemment à l'écart et rejetés, en tout cas décalés. Ce sont des gens qui sont plus critiques et plus créatifs dans l'histoire de l'Europe à cette époque-là. Et même à droite, même Kantorowicz. Kantorowicz est aussi un juif, donc bien sûr, et comme Locke, totalement assimilé aux élites intellectuelles de son pays, et qui découvre finalement avec stupeur, à un moment donné, qu'il est considéré comme un corps étranger et qu'il va en payer les conséquences. Kantorowicz l'a découvert et est parti aux États-Unis. Marc Bloch l'a découvert, vous allez nous en parler. Évidemment, il ne l'ignorait pas, parce qu'il lisait la presse, parce qu'il voyait ce qui passait autour de lui, mais il l'a vraiment découvert avec le statut des Juifs qu'il a privé de son professorat. On verra qu'il a été rattrapé
par le fond de culotte par Carcopino, puis finalement trahi, enfin en tout cas lâché par un collègue médiéviste en particulier à Montpellier. Bref, il n'a pas pu ignorer et il a pris de plein fouet cette espèce de reniement de la part de l'institution qu'il a chérie entre toutes, dont il n'a pas cessé de dire qu'il l'avait dans son cœur parce que c'était elle qui le faisait français comme les autres, la République issue de la Révolution. Et ça, c'est un choc absolument terrible. Je l'ai compris en discutant avec vous, Laurent Douzou d'ailleurs, dans l'itinéraire de Marc Bloch, à partir donc de la défaite et puis de ce statut des Juifs. Mais pour en revenir au roi Thomas Turc, j'ai la façon dont on traite de façon différenciée la question du théologico-politique en France et en Allemagne pendant ces années 20. Je le disais, la voie qu'emprunte Marc Bloch est tout à fait différente de celle des Allemands. J'ai dit que c'était une voie nationaliste comme la voie de Marc Bloch, mais allemande et de droite, qui était empruntée par Percy Schramm, par Kantorowicz et les autres. La voie de Bloch, c'est une voie très française et c'est une voie de gauche. C'est la voie d'un fils de la Révolution, la voie VOIE. C'est la voie d'un historien aussi qui, au fond, et à plusieurs reprises, il va le dire plus ou moins clairement, est l'héritier, non seulement le fils de la Révolution, mais le fils d'un fils de la Révolution, le fils de Michelet, qui lui-même s'est dit fils de la Révolution. Michelet dit, moi, le fils de la Révolution, qu'il a au fond du cœur. Bloch cite de temps en temps Michelet, mais vraiment en passant, parce que Michelet, c'est sulfureux. Entre-temps, il y a eu Fustel de Coulanges, entre-temps, il y a eu l'histoire critique, l'histoire qui se soucie d'authentifier ou non les documents. Il y a eu les positivistes et les méthodiques, contre lesquels, vous le savez bien, Bloch travaille, au fond, contre lesquels il crée une nouvelle méthode, mais il reste proche d'eux et comme eux, héritier de Fustel, et donc prudent à l'égard de Michelet. Il n'empêche que ce peuple de Michelet, ce peuple que la Révolution française investit de la souveraineté, c'est celui, fondamentalement, de Marc Bloch, et pour plus d'une raison, pour une raison supplémentaire, en plus de celle de Michelet, qui est un militant de la bourgeoisie libérale éclairée, du fait que Marc Bloch, lui, est juif, et qu'il doit, finalement, sa pleine intégration au corps national qu'il aime tant, à la Révolution, à 1791. Vous savez, vous avez en tête, je pense, cette fameuse formule de Bloch qui est souvent reprise, que l'extrême droite a tenté de s'approprier, qui apparaît à deux endroits dans les écrits de Bloch, dans laquelle il dit, dans la deuxième version, dans l'étrange défaite, qu'il n'est deux catégories de Français. Il le dit juste au moment où il fustige l'opinion bourgeoise qui a préféré l'extrême droite au Front populaire. Et il dit, il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Donc il ne dit pas qui est français, qui ne l'est pas, entre parenthèses. C'est pas une question d'identité. Il ne fait pas l'usage que l'extrême droite fait de cette formule aujourd'hui pour dire qui est un bon Français et qui ne l'est pas. Il dit, il y a ceux qui comprennent l'histoire de France et il y a ceux qui ne la comprennent pas. Il ne cherche pas à exclure des gens de l'identité française, déjà, pour commencer. Tout le monde est français. Mais parmi les Français, il y en a certains qui ne comprendront jamais l'histoire de France et ils se répartissent en deux catégories. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, donc c'est les laïcards, j'imagine que c'est l'extrême gauche, et ceux, vous le savez, donc, qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération, ce moment de communion patriotique, donc qui est effectivement mémorable, la première grande fête révolutionnaire, qui est organisée en 1790 pour l'anniversaire du 14 juillet, que la Troisième République ensuite va promouvoir. La fête du 14 juillet, en fait, c'est pas la fête de la prise de la Bastille, c'est la fête de la première fête de la Fédération, c'est-à-dire l'unité de la nation, cette entité si importante pour l'histoire de la Révolution et des structures politiques, puisqu'elle se retrouve dépositaire, alors qu'elle ne l'avait jamais été, de la souveraineté. Qu'est-ce que Bloch veut dire par là? Évidemment, c'est rassurant pour le pouvoir parce que c'est une idée unitaire de la nation. C'est même tout le sens qu'il y a à rapprocher ces deux traditions politiques, ces deux sensibilités politiques. Vibrer au sacre de Reims quand on est de droite, c'est-à-dire à l'époque maurassienne, la vraie droite, elle est maurassienne, c'est-à-dire qu'elle veut revenir à l'Ancien Régime, on considère que la République, c'est la gueuse, et accessoirement à cause de ça, elle est antisémite, mais à cause de ça. Et puis de l'autre côté, la fête de la Fédération, eh bien, c'est la tradition révolutionnaire, la tradition actualisée par Jaurès, notamment revendiquée par le Front populaire.
qu'est-ce qu'il y a en commun là-dedans, et qu'est-ce que Marc Bloch voit là-dedans, qu'est-ce qu'il entend là-dedans. Pour lui, on s'en rend compte en lisant de très nombreux autres textes qu'il rédige et dans lesquels il évoque le peuple, ce qu'il entend par le peuple, ce qu'il entend par le sentiment national, la nation. Ce qui retient, ce qui est chez lui investi de la valeur, c'est le peuple lui-même, comme entité positive, comme entité michelettienne. Il y a une recension de 1933, magnifique texte de Marc Bloch, du livre de Georges Lefebvre sur la Grande Peur, pendant l'été 1789. Et Bloch considère qu'au fond, l'objet de la Grande Peur, étudié par Georges Lefebvre, est très proche de celui qu'il a étudié lui-même une dizaine d'années auparavant avec les rois thaumaturges. Je vous lis l'extrait de cette recension, je la retrouve, là voilà, que Bloch fait donc du livre de Georges Lefebvre sur la Grande Peur. Pour lui, la Grande Peur est une gigantesque fausse nouvelle. Comme les pouvoirs thaumaturgiques du roi, tels qu'il les envisage, ça a souvent été souligné, il y a un humour voltairien qui traverse les rois thaumaturges et tous les écrits de Bloch sur le religieux. Une espèce de distance bienveillante, aimante, en fait. Il aime le peuple, il aime ses croyances naïves. Mais en même temps, qui le place, lui, évidemment, à l'extérieur, un bon rationaliste, au-dessus en tout cas, d'une certaine façon. Et Bloch loue, dans cette recension au livre de Lefebvre, le fait que l'auteur s'est fixé pour tâche d'atteindre derrière les grandes scènes tragiques du drame révolutionnaire, dit-il, les réalités profondes sous-jacentes. La profondeur, atteindre à la profondeur, c'est toujours ce que Bloch va s'efforcer de faire. Et si, travaillant sur cette institution majeure de la nation France, qu'est le sacre monarchique, il s'est détourné vers un objet qui est devenu la croyance populaire au miracle, c'est par souci d'atteindre à la profondeur, aux réalités cachées, à ce qu'il appelle aussi la structure. Bloch continue, à propos du livre de Georges Lefebvre, en disant « Ce sens inné de la vie humaine que l'éducation historique et le contact prolongé avec les documents peuvent bien, Dieu merci, aiguiser, mais qu'ils seraient seuls, à eux seuls, impuissants à donner, on le trouve chez M. Lefebvre, qui nous dit, on trouvera sans doute légitime que cherchant à expliquer la Grande Peur, j'ai essayé de me ranger parmi ceux qui l'ont éprouvée. » Et Bloch continue en disant, on trouve ici, alors que M. Lefebvre est bien loin de sacrifier au dieu du romantisme, comme un écho, je cite Bloch, de ce qu'il y eut peut-être de meilleur en Michelet. Ce texte de Bloch, que l'on trouve donc dans Les Tranches des Fêtes, sur les deux catégories de Français qui ne comprendront pas l'histoire de France, il est, je crois que ça n'a pas été vu jusqu'ici, je ne crois pas l'avoir lu, ou que ce soit, il est clairement et constitue clairement un écho de la préface de Michelet à son Histoire de France, la dernière, la préface Testament de Michelet à son Histoire de France, dans l'édition de 1870. Que nous dit Michelet ? Il nous raconte un jour où il passe à Reims. Et il dit « Je vis en grand détail la magnifique cathédrale, la splendide église du Sacre. » Il monte dans une chapelle et il dit, il y a 80 pieds de hauteur, il dit « Dans l'immensité vide, on croit toujours entendre la grande clameur officielle, ce qu'on disait la voix du peuple. » Il est sur les lieux du Sacre, mais ce qu'il entend, c'est la voix du peuple. Et il continue, Michelet. On croit voir aux fenêtres les oiseaux qu'on lâchait, quand le clergé, oignant le roi, faisait le pacte du trône et de l'Église. Quoi, arrivant au dernier petit clocher, juste au-dessus du chœur, un spectacle m'étonna fort. La ronde autour avait une guirlande de suppliciés. Tel a la corde au cou, tel a perdu l'oreille, les mutilés y sont plus tristes que les morts.
quel effrayant contraste. Ce pilori du peuple, donc cette fresque qui trouve au-dessus de l'autel, c'est le pilori du peuple, il est placé au-dessus de l'autel, donc juste là où on sacrait les rois, en dessous. Mais les pleurs de ce peuple, au pilori, n'ont-ils pu, à travers les voûtes, tomber sur la tête des rois, onction redoutable de la révolution et de la colère de Dieu. Et, termine Michelet, écoutez bien, je ne comprendrai pas les siècles monarchiques si, d'abord et avant tout, je n'établis en moi l'âme et la foi du peuple. On retrouve dans ce texte cette rencontre entre le sacre, entre la royauté, tout ce qu'il y a de plus classique, institutionnel, chéri par la droite monarchique et antidreyfusarde d'un côté, et de l'autre, ce que les républicains de gauche, fils de la Révolution, comme Bloch, chérissent aussi, mais réunis. Alors, pour terminer, je vais terminer avec quelques questions, au fond, que je me pose. Je ne sais pas dans quelle mesure elles pourront trouver des réponses. Concernant l'itinéraire de Bloch. Il semblerait que, avant la défaite de 40, Bloch soit sur son quant à soi, au plan politique. Il s'engage peu. L'événement marquant, c'est que, après le 6 février 1934, Bloch, très vite, accepte de signer, au bout de quelques jours, comme Lucien Febvre, l'appel aux travailleurs, qui marque la naissance du comité de vigilance antifasciste, qui a été lancé notamment par Paul Langevin. Je vous invite à lire ce texte, qu'on trouve facilement sur Internet, cet appel aux travailleurs, contre la menace fasciste. On sait aussi, il suffit d'ouvrir pour ça la correspondance de Bloch et de Febvre, qui a été éditée par Bertrand Müller, que Febvre, comme Bloch, était très sceptique à l'égard de ce texte. Ils en disent du mal. Ils disent, évidemment, on l'a signé, mais alors, qu'est-ce que c'est mauvais. Ils sont à peu près d'accord sur rien, mais ils considèrent l'un comme l'autre de leur devoir de signer. Parce que, manifestement, ils se considèrent comme des antifascistes. Il y a peut-être d'autres considérations, parce que Bloch essaie de rentrer au Collège de France, et c'est Langevin, notamment, qui a l'initiative du texte. Mais bon, Febvre y est déjà. Il est clair que Bloch fait ce que nous, sans doute, faisons assez souvent. Il souscrit, il est solidaire, mais tout en disant que ça lui convient pas, quoi. Mais qu'il faut le faire, que c'est très important de le faire. On sait aussi, en lisant toujours la correspondance de Febvre et de Bloch, entre autres, et puis les tranches des faits aussi, d'ailleurs, que Bloch est très, très, très critique à l'égard des dirigeants du Front populaire, et notamment de Blum. Il n'aime pas du tout Léon Blum, je crois. Enfin, qu'on peut lire, en tout cas, là-dessus, il le porte pas du tout dans son cœur. Il considère qu'il fait plein d'erreurs, voilà. Il est, pour le dire simplement, et je ne veux pas être trop long, il a une posture, finalement, que nous connaissons bien, nous, universitaires d'aujourd'hui, typiquement, au fond, peut-être scolastique, il est un peu consterné par ce qui se passe, il se sent un peu impuissant, il ne descend pas dans l'arène. Aucune des positions en présence ne lui conviennent. Il sait qu'il est progressiste. Le texte sur Reims que je lisais, il l'a déjà écrit dans ses carnets de 1917, sous le titre « Pourquoi je ne suis pas conservateur ». On sait qu'il se sent républicain et de gauche, dans la tradition évidemment anti-Dreyfusard, mais pour le reste, il reste dans une posture super partes, qui est aussi celle de l'historien pétri de sociologie, de durkheimisme, qui s'intéresse à la profondeur et aux structures. Et puis, contrairement par exemple à Febvre, même si Febvre est un peu plus vieux, contrairement à beaucoup d'autres, au moment du choc, donc, de la défaite de 40 et du choc du statut des Juifs supplémentaire, il a cet engagement radical. Alors, des engagements radicaux, il en a déjà eu, on le sait bien, puisqu'il s'est engagé pour faire la campagne de France à 52 ans, alors qu'il avait 6 enfants, que personne ne lui demandait de prendre de tels risques. Dans son testament, il dit « Je ne veux pas du Kaddish, je ne veux pas quoi que ce soit de religieux, en revanche, je veux que l'on rappelle mes citations militaires. » Donc, l'engagement radical de Bloch, c'est un engagement patriote.
paraît évident de le dire, mais sa radicalité, elle est là, dans cet engagement patriote, avec, pour sens donné au patriotisme, la République. La nation française est issue des principes de la Révolution française. Là-dessus, il est radical. Là-dessus, il sort de sa chaire, il descend de sa chaire de professeur, et il va prendre les armes, reprendre les armes à 50 ans s'il le faut, comme il les a portées pendant la guerre de 14. Première question, quels sont les rapports profonds? Évidemment, c'est une question sans réponse. Première considération, quels sont les rapports profonds entre cet engagement radical, patriotique, et la judéité? Et sa judéité. Le fait que, de facto, et même s'il se sent lui pleinement français, il sait que pour beaucoup de gens, il est un petit peu moins français que les autres. Il y a un doute. Barrès l'a très bien dit, hein, que Dreyfus soit coupable, je le déduis de sa race. On ne peut pas lui en vouloir, il n'est pas français, c'est pas sa nation. On ne peut pas lui reprocher d'avoir trahi, c'est pas sa nation. Je renvoie aux travaux notamment de Nicolas Mariot sur Robert Hertz, hein, ce sociologue, sur sa correspondance, ce sociologue d'origine juive, hein, dont la correspondance témoigne d'une forme de fanatisme, hein, patriote et national, jusqu'à aller à un sacrifice couru d'avance, parce qu'il y a une soif de démontrer, de répondre au fond, hein, inconsciemment, aux reproches collectifs que la nation ferait à ceux qui sont juifs de ne pas être complètement français. Il y a cet aspect-là. Mais on voit très bien aussi dans les écrits qui vont suivre, je termine là-dessus, les écrits de résistance, tout particulièrement donc après l'engagement début 43, si j'ai bien compris, à Lyon, l'entrée dans la clandestinité, qui a une évolution politique très nette, qui laisse rêver évidemment sur ce qu'aurait dit Bloch, sur ce que ses positions politiques auraient été s'il avait vécu, s'il n'avait pas été assassiné. Je renvoie notamment à ce texte assez étonnant contre l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Vichy, Albert Rivot, dans lequel on voit vraiment des prises de position qui sont clairement beaucoup plus à gauche, vraiment nettement à gauche et assumées comme telles, bien plus que tout ce que Bloch avait pu dire ou écrire avant cette période-là. Ce sera finalement ma question ultime. Que peut-on reconstituer aujourd'hui de cette évolution politique de Marc Bloch face aux événements? Et je m'en tiendrai là pour laisser la parole aux spécialistes. Merci Julien beaucoup pour ce propos, parce que ça insiste sur quelque chose sur quoi moi je ne vais pas insister, qui est sa dimension intellectuelle. Parce qu'évidemment, il y a deux pôles chez lui. Quand on parle de lui, il y a le grand historien et puis il y a le résistant. Et quand on le panthéonise, à mon avis, c'est d'abord le résistant qu'on panthéonise, et donc on a tendance à éclipser son œuvre qui est immense. Je rejoins ce que vous avez dit sur le fait que panthéoniser, c'est souvent lisser les aspérités de quelqu'un. Au fond, en panthéonisant, on enterre les gens une deuxième fois. On les condamne à une sorte d'oubli, ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça. Et pour un normalien comme Bloch, c'est paradoxal aussi, parce que Mona Ozouf dit que le Panthéon, c'est l'école normale des morts. C'est-à-dire qu'on vient de la rue d'Ulm, mais on va au Panthéon. Je voudrais commencer par dire que c'est intimidant pour moi de parler devant M. Daniel Bloch et devant Carol Fink, pour une raison toute simple. D'abord parce que expliquer aux gens qui ont été part des événements ce qui s'est passé, c'est toujours très présomptueux. Et donc je ne le ferai pas, je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez vécu. Ce serait ridicule. Et quant à Carol Fink, je l'ai beaucoup lu, et ce que je sais de Marc Bloch, je le lui dois en partie. Donc qu'elle sache que j'ai une dette envers elle. Pour répondre à ce qu'a demandé Julien, je ne peux pas... quels sont ses rapports aux politiques? Ça viendra peut-être dans le fil de ce que je vais dire. On n'a pas de réponse tranchée à ça. Quel rôle joue sa judéité? Franchement, quand on lit le Testament, j'ai envie de dire, il n'y a pas de rôle. Mais en même temps, que je pense à un homme qui s'appelait Jacques Bingen, qui a été délégué du général de Gaulle en France occupée, qui a été parachuté en août 43. Avant de partir en août 43, comme il sait que sa mission est très dangereuse, il écrit une lettre à sa mère. Lettre qui ne doit être ouverte que s'il lui arrive quelque chose. Et dans cette lettre, aujourd'hui on connaît, il dit
Je pars par patriotisme, mon frère lui est mort à la guerre, moi je veux bien le faire aussi si c'est nécessaire, et puis je suis juif. Et ça compte dans mon engagement, il y a déjà tant de juifs qui s'engagent, je serai un de plus. Il l'écrit à sa mère dans une lettre privée, il n'y a pas un mot de Jacques Bingen dans toute autre correspondance là-dessus. Donc j'ai envie de dire, prudence sur ces questions. Moi je voudrais, dans les quelques minutes qu'on a, essayer de réfléchir, non pas répondre, j'ai pas de certitude à asséner, mais formuler quelques hypothèses sur le parcours de Marc Bloch entre 1940 et 1944. On a intitulé ça « Du saccage à la transfiguration d'une vie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a au début, en 1940, au moment où il rédige, je vais dire paisiblement, après la campagne de France, l'étrange défaite, on a un universitaire qui est du plus haut rang. Quand je dis du plus haut rang, c'est que l'université française de ces années-là, c'est un tout petit milieu. Elle n'a rien à voir avec l'université de masse que nous connaissons aujourd'hui. Donc être professeur à la Sorbonne à cette époque-là, c'est quelque chose. Et à titre purement illustratif, parce que je ne peux pas m'y attarder, je vous ai ici concocté ce que j'appelle l'impeccable curriculum vitae de Marc Bloch en 1940. Alors son premier titre de gloire n'est pas d'être né à Lyon, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il se trouve qu'il est né à Lyon parce que son père y était en poste, mais ce qui ressort de l'itinéraire que là j'ai retracé très très sommairement, c'est un itinéraire d'excellence. C'est-à-dire que la rue d'Ulm, l'agrégation d'histoire et géographie, des séjours en Allemagne, pensionnaire à la Fondation Thiers, ce qui n'est pas donné à tout le monde, puis ensuite 2 postes dans des lycées, puis la guerre de 1914, il est mobilisé comme sergent d'infanterie, à un poste extrêmement exposé. Il termine la guerre comme capitaine, et avec la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Et puis, il intègre l'université de Strasbourg, qui à l'époque est une université phare, puisqu'il s'agit, puisqu'on a repris Strasbourg, de montrer que l'université française, face à l'université allemande, c'est quelque chose qui compte. Il y est maître de conférence, puis professeur, et il publie, donc il y a tout juste 100 ans, objet du colloque que vous organisez, Les Rois thaumaturges. En 1929, il cofonde avec Lucien Febvre, ce qui aujourd'hui est une institution, mais qui à l'époque est une revue parmi d'autres, qui s'appelle les Annales d'histoire économique et sociale, qui répond déjà en partie à une question que vous vous posez. Voilà quelqu'un qui a été élevé dans les strictes règles de l'orthodoxie universitaire. Il a appris l'histoire qu'on appelait méthodique, c'est-à-dire l'histoire, j'allais dire, assez traditionnelle, il faut établir les faits, il faut donner les dates, etc. Et qui, avec Lucien Febvre, conçoit une revue qui propose tout à fait autre chose, c'est-à-dire une plongée dans la longue durée, une prise en compte de l'anthropologie, comment les hommes et les femmes vivent l'histoire qu'ils font, autrement dit quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on lui a appris. Ça, c'est intéressant parce que ça déstabilise complètement ce qu'on croit connaître de lui. Et en même temps, il reste un érudit. Quand on lit ses travaux, il y a un côté chartiste chez lui. C'est-à-dire que tout est absolument étayé, donc il ne s'affranchit pas de la discipline qu'il a apprise, mais il la surmonte en quelque sorte pour essayer de voir plus large. Ensuite, il est élu à la Sorbonne, en 1937 au poste de professeur, et puis arrive la campagne de France. Alors pourquoi j'ai retracé ça sommairement? Mais pour dire la chose suivante, on a là un intellectuel de très grande envergure, qui n'arrête pas de travailler avec la guerre et la résistance. Il va d'abord produire L'étrange défaite dans l'été 40, puis Apologie pour l'histoire au métier d'historien, ça c'est 41-42. Mais il est écarté de la direction des Annales, ce qu'il fait en disant, ce qu'il accepte en disant mais je n'y consens pas du tout, je suis absolument obligé de le faire, parce qu'il est juif bien entendu, et puis il est écarté de son poste de la Sorbonne. Alors là se produit quelque chose d'intéressant, parce que ça a été dit, puisqu'il ne peut plus avoir sa chaire de la Sorbonne, il obtient une chaire à l'université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand. Et cette chaire, il l'obtient le 23 octobre 1940. Sauf que, 5 jours plus tôt, le premier statut des Juifs a été promulgué au journal officiel.
Ce qui veut dire qu'il obtient un poste dont il est dessaisi immédiatement en vertu d'une mesure qui a 5 jours. L'article 8, parce que Vichy était très tatillon sur le texte de loi, prévoyait une exemption pour service exceptionnel rendu à la France. Présente sa candidature, elle fait partie des 10 qui seront retenus, non sans que le rapporteur du Conseil d'État ait d'abord jugé dans un premier temps que sa candidature ne valait pas la peine d'être retenue, en disant c'est un gros travailleur, mais un historien moyen. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, on voit que l'antisémitisme se glisse, y compris dans une évaluation de supposés experts. Alors, comment réagit-il face à tout ça? Parce que c'était ça en filigrane, la question que vous posiez, Julien. J'ai envie de dire, on ne le sait pas, parce que dans la clandestinité, on ne s'épanchait pas. On n'allait pas écrire ses pensées intimes, dire voilà la raison pour laquelle j'agis ainsi ou pas. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver ça? En écumant sa correspondance privée. Parce que dans sa correspondance privée, très prudente, tous ces gens-là savent qu'il y a un contrôle postal. Ils font très attention à ce qu'ils écrivent. Mais en regardant sa correspondance privée, on trouve ceci, par exemple. Lettre de Marc Bloch, c'est une carte de vœux, en fait, à Ferdinand Lotte, qui était un maître des études historiennes, 29 décembre 1943. Je vous la lis. Mon cher maître, pour toute espèce de raison, j'écris peu. Et ce n'est pas, croyez-le, par paresse. J'éprouverais cependant un trop pénible sentiment à laisser l'année nouvelle s'ouvrir sans vous envoyer nos vœux respectueusement fidèles. Là, j'ai envie de vous dire, c'est l'ancien Marc Bloch qui parle. C'est l'universitaire rompu aux normes et aux usages qui rend l'hommage qui lui est dû à son maître. Mais ça continue. 1944 commencera pour la plupart d'entre nous dans les soucis. Mais je crois vraiment que plus véridiquement que jamais, on peut, à condition de s'élever au-dessus des hasards individuels, se dire avec assurance « bonne année ». Tous ceux qui l'auront mérité ne verront pas la grande récompense, elle n'en sera pas moins celle qu'ils ont souhaitée et préparée. Là, entre les lignes, vous avez quoi? L'énoncé d'un engagement résistant très clair. Vous me direz, mais est-ce que Ferdinand Lotte décrypte ça? Oui, parce que Ferdinand Lotte, c'est le beau-père de Boris Vildé, fusillé au Mont-Valérien en février 1942, il comprend immédiatement ce dont il s'agit. Ça montre quoi? Que quand on est comme Marc Bloch, à la fois avec pignon sur rue, comme professeur d'université, et engagé dans la lutte clandestine, on a 2 fers au feu, où on est obligé de pratiquer ce que l'historien Pierre Laborie appelait une grammaire du vivre double. C'est-à-dire que vous avez 2 vies. Vous avez une vie que tout le monde peut voir, qui ne présente pas de mystère, et puis vous avez une autre vie qui est complètement souterraine et qui n'apparaît en filigrane que dans ce type de correspondance. Alors, pourquoi ce saccage d'une vie? Parce que cet homme dont j'ai retracé le curriculum impeccable voit fracasser sa carrière à partir du statut des Juifs. Alors j'ai dit, il a présenté une demande d'exemption et elle a été accordée. Donc il peut redevenir professeur d'université. Ça, c'est le 5 janvier 1941. Sauf que les Allemands interdisant la publication au journal officiel, il ne peut pas en réalité réintégrer son poste et il ne le réintègre qu'en juillet 1941. Et pas à Clermont-Ferrand, mais à Montpellier. Et à Montpellier, les choses ne vont pas s'arranger. Il a un poste de professeur d'université, mais il a là un collègue historien qui lui voue une haine farouche, qui de surcroît est un maréchaliste antisémite convaincu, et qui fait valoir aux autorités qu'il est très dangereux de laisser enseigner le professeur Marc Bloch parce que ça peut susciter des troubles. Et donc j'ai envie de dire, Marc Bloch va enseigner semi-clandestinement jusqu'au 11 novembre 1942, arrivée des Allemands en zone sud. Là, il prend un congé de 3 mois, et puis ensuite, il va être placé à la retraite d'office, et puis le 1er janvier 1944, cette retraite sera effective. Vous voyez comment on passe d'un homme qui a une situation du plus haut niveau à quelqu'un qui est un paria. Alors, je voulais résumer là, mais vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire en quelques mots. Alors, quel est l'état d'esprit de ce Marc Bloch dont la vie est saccagée? Là aussi, j'ai pris une lettre à Robert Boutruche, qui était un jeune historien, et
il lui écrit, en janvier 1942, « La petite ligne blanche qui pointe à l'horizon est encore bien mince. Comme vous le dites justement, l'échéance n'est sans doute pas encore toute proche. Mais l'espoir est plus que jamais permis, et il arrive après tout parfois en histoire que le rythme brusquement s'accélère. J'ai d'assez inquiétantes nouvelles de ma bibliothèque personnelle, restée en panne à Paris, dans un appartement qui est menacé d'occupation. Arriverai-je à la dépanner? Je n'ai guère d'espoir. Ce sera la perte d'un bon instrument de travail et un coup grave porté à mon activité. Après tout, ce ne sont pas ces choses-là qui importent le plus, et même à cette perte-là, on se résignera sans trop de regret le jour où la petite ligne dont je parlais à l'instant sera devenue lueur. » Ça, c'est un texte admirable, parce que vous voyez qu'à la fois, il n'arrive pas à se défaire de l'idée que ne pas avoir ses bibliothèques pour travailler, c'est quand même très, très ennuyeux. Et en même temps, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut se hisser au-dessus de ses contingences individuelles et essayer de voir plus grand. Et voir plus grand, c'est quoi? C'est la libération qui viendra. En d'autres termes, en janvier 42, on n'a pas du tout quelqu'un qui est assommé par les mauvais coups qu'il a reçus. On a quelqu'un qui mûrit la possibilité d'une action. Alors pourquoi je dis qu'il mûrit la possibilité d'une action? Mais parce que c'est très très difficile de passer de cet esprit de résistance à la résistance proprement dite. Et il va sauter le pas. Alors quand, s'il avait été membre d'un réseau, on pourrait donner la date en disant il a signé un engagement à telle date. Il est membre d'un mouvement de résistance qui s'appelle Franc-Tireur. Il n'y a pas, on n'émarge pas quand on entre dans un mouvement. Donc difficile à dire. On sait qu'à Montpellier, il a été dans un cercle d'études. On pense que début 43, on pourra pas être beaucoup plus précis, premier trimestre 43, il demande à entrer dans le mouvement Franc-Tireur. Et à Clermont-Ferrand, il a le contact avec un jeune étudiant qui s'appelle Maurice Pessy, qui a 22 ans, qui est l'agent de liaison du centre de Franc-Tireur à Lyon, qui vient à Clermont, et Marc Bloch le rencontre et lui dit « Je voudrais militer à Franc-Tireur, je voudrais entrer dans le mouvement Franc-Tireur ». Et Pessy lui en parle, et voilà ce que dit Pessy. Les contacts, le noyautage, la propagation, le transport des journaux clandestins étaient inutiles. Ça, c'est Marc Bloch qui parle, qui le dit à Maurice Pessy. Il voulait se battre, j'ai du mal à lui exposer que pour l'heure, il fallait remettre le pays debout en rendant les Français conscients de leur force et de leur courage. Nous luttions alors contre Vichy, non contre les occupants. Il ne fut pas convaincu, mais il comptait sur moi pour l'introduire à Lyon, où tout se décidait. Je n'avais pas qualité pour l'enrôler, et à quoi? Et puis Maurice Pessy rentre à Lyon et dit à Altman, Georges Altman, le journaliste, Chabot dans la clandestinité, il y a là un professeur d'université qui va entrer à Franc-Tireur. Et il y a d'énormes réticences. Pourquoi? Parce que vous avez l'image de Marc Bloch, et Altman l'a très bien décrit. On parle d'un universitaire en costume, avec cravate, avec une canne, un vieux monsieur d'une certaine manière respectable qui paraît aux résistants comme quelqu'un qui peut difficilement être des leurs. Et puis à quoi est-ce qu'on pourrait l'employer? Et c'est ce que dit Pessy, le problème c'était de l'utiliser. Je me souviens d'un long voyage à Limoges où nous voulions l'attacher à la direction régionale qui n'en voulut pas. Le retour fut triste. Autrement dit, vous avez quelqu'un qui doit se battre littéralement pour entrer en résistance. Vous voyez, c'est pas du tout l'entrée comme on se la figure, comme on entrerait dans les ordres, par exemple. C'est pas ça. Il faut gagner son droit d'entrée en quelque sorte. Et il y a un passage de Pessy que j'aime beaucoup, à Lyon, où il habitait une petite chambre chez Madame Avinin. Madame Avinin, c'est la femme résistante d'un des dirigeants de Franc-Tireur, Antoine Avinin. Je le vis un soir accablé dans un fauteuil, dans la pénombre, un livre fermé devant lui, que de peine pour offrir sa vie, et c'est alors qu'il me dit qu'il se sentait amoindri par l'âge, vieilli dans ses facultés intellectuelles, son œuvre était terminée, lui aussi. Il y a peut-être de la reconstruction dans ce témoignage, mais en tout cas, ça souligne un fait très important. On n'a pas d'emblée accueilli Marc Bloch. Alors quand on l'a accueilli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de nombreuses choses, mais quand il écrit à son ami Lucien Febvre, il parle jamais de ça. Il dit simplement qu'il mène des recherches d'archives et de bibliothèques qui le promènent de droite et de gauche. Et il dit ceci, sans grand profit jusqu'ici, c'est-à-dire mes études n'avancent pas, il faut bien le dire, sauf d'étendre sensiblement mon expérience d'historien. Ça, c'est magnifique comme litote.
C'est une manière de dire ce que je suis en train de vivre, ça me permet de comprendre le monde tout à fait autrement. Et il y aurait d'autres choses, mais je passe. J'ai dit qu'il essayait d'entrer en résistance, qu'il avait du mal. On pense qu'aux alentours du mois de mars, il obtient le sésame, il s'installe à Lyon. Je voudrais insister là-dessus. On a dit tout à l'heure, il a 56 ans, il a 6 enfants, il a charge d'âme, il est habitué à une vie assez confortable. Il va pas s'installer à Lyon dans un superbe appartement boulevard des Belges. Il va s'installer dans une petite chambre. D'abord, on a vu chez Madame Avinin, puis ensuite dans un petit logement modeste. Et au sens littéral du terme, comme beaucoup d'autres résistants, il va crever de solitude. Parce que la clandestinité, ça exige un cloisonnement strict. Donc, ça va être très difficile pour lui. Et comme on ne sait pas trop que lui faire faire, on va d'abord lui donner ce qu'il appelle des tâches ingrates. C'est quoi les tâches ingrates? Puisqu'il est un intellectuel, on va lui demander de collaborer au cahier politique du Comité général d'études, puis à la revue libre éditée par Franc-Tireur. Vous voyez, cahier politique, c'est ça. C'est cette petite revue que vous pouvez consulter sur Gallica et dans laquelle il écrit. Il y a une trace du passage de Marc Bloch très claire dans les cahiers politiques, c'est qu'il va faire une table analytique des numéros de l'année. C'est-à-dire qu'il n'a pas été aux annales pour rien. Même quand il résiste, il le fait enfin avec sa manière d'être historienne. Et puis ce qui est très frappant, c'est que ce vieux monsieur dont on se demandait ce qu'on pouvait faire va connaître une ascension très rapide au sein de Franc-Tireur. Il prend la tête de la région R1. C'est pas rien, la région R1. C'est une région absolument essentielle pour la résistance, pour le mouvement Franc-Tireur, en juillet 1943. Et il va être membre du directoire des mouvements unis de résistance, c'est-à-dire les 3 grands mouvements, Libération, Combat, Franc-Tireur. Et il va donc gravir les échelons très très vite. J'insiste sur un point. On ne gravit les échelons dans la résistance qu'en prouvant ses capacités. On ne les gravit pas sur curriculum vitae ou grand oral. Donc c'est pas du tout sa qualité de grand intellectuel qui lui fait gravir les échelons, c'est sa capacité à se hisser au niveau de l'exigence des tâches qu'on lui confie. Et c'est intéressant parce que Georges Altman, encore lui, dans un très beau texte, écrit ceci, qui montre qu'on a bien, il n'a pas abdiqué le vieil homme. J'allais dire, le vieux Marc Bloch est toujours là, et en même temps, il est résistant. Dans notre ourvari clandestin, dans nos rendez-vous, nos réunions, nos courses, nos imprudences, nos périls, il apportait un goût de précision, d'exactitude, de logique, qui donnait à son calme courage, je n'hésite pas à le dire, une sorte de charme saugrenu, qui pour ma part m'enchantait. Voyons, ne nous emballons pas, il faut limiter le problème. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça c'est bien l'universitaire qui, face aux exigences de la clandestinité, réagit à sa manière. Alors, je voudrais dire aussi qu'Alban Vistel, dont le nom à Lyon résonne, a écrit dans La nuit sans ombre une page absolument magnifique sur Marc Bloch, dans laquelle il dit « Il était de loin notre doyen, il tranchait parmi notre faune par sa courtoisie d'un autre âge, sa discrétion, la modestie avec laquelle il faisait valoir son opinion, etc. » En d'autres termes, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est qu'au fond, d'abord, est-ce qu'il évolue dans la résistance? Certainement oui, comme tous les résistants. Pratiquer ce type d'action, où vous êtes sur le fil du rasoir en permanence, où vous risquez effectivement votre vie, et vous en êtes parfaitement conscient, ça déplace votre centre de gravité, très clairement. Donc, il avait signé l'appel fondateur du comité de vigilance de l'actualité antifasciste, ce que tous les intellectuels français ne faisaient pas, il faut bien le souligner. C'était s'engager vigoureusement que de faire ça. Alors vous dites, effectivement, il avait des réserves sur le texte, mais il y a des gens qui ont des réserves et qui ne signent pas. Et lui a des réserves et il signe. J'ai envie de dire, c'est un premier indice. Mais dans la résistance, on n'en est plus là. Dans la résistance, on met sa vie en jeu. Et quand on a ce type de responsabilité, c'est-à-dire être la tête du directoire des mouvements unis de résistance dans le premier semestre de 1944, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'on met sa vie dans la balance.
Et c'est ce qu'il fait. Et là, j'ai envie de dire, la question de savoir quel est son engagement, à mon avis, elle ne se pose plus. Parce que c'est un engagement d'une radicalité extrême, qui n'empêche pas, j'allais dire d'une certaine manière, le vieux monsieur, entre guillemets, de continuer à exister. C'est ça qui est très beau. C'est qu'on n'a pas la transfiguration tout à coup de quelqu'un. On a quelqu'un qui, d'une certaine manière, évolue, mais c'est-à-dire, comme aurait dit Jean-Pierre Vernant, en devenant un autre tout en restant le même. Ce qui est difficile à penser, mais c'est quand même comme ça. Vous avez parlé de son arrestation, j'y reviens pas. Elle est suivie de longues tortures. Il se trouve qu'on a le procès-verbal qui, en mai 1944, fait la synthèse, si j'ose dire, sous la plume des bourreaux, hein, de ce qu'il a dit sous la torture. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne dit rien sous la torture. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est Jean-Pierre Lévy dirige Franc-Tireur. Jean-Pierre Lévy n'est pas en France. Emmanuel Dacier de la Vigerie dirige Libération. Il est à Alger. Donc on ne peut pas dire qu'il mette en cause ses camarades. Et il n'y a pas d'arrestation consécutivement à la sienne, ce qui est le critère pour apprécier son attitude. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut maintenant, moi je vais conclure, repenser à ce qu'il y a à la toute fin de L'étrange défaite, parce que c'est pas prémonitoire, mais ça dit quelque chose de l'état d'esprit de Marc Bloch avant même que les mesures antisémites le touchent. Je cite ces phrases pour conclure. « Je le dis franchement, je souhaite en tout cas que nous ayons encore du sang à verser, même si cela doit être celui d'êtres qui me sont chers. Je ne parle pas du mien, auquel je n'attache pas tant de prix, car il n'est pas de salut sans une part de sacrifice, ni de liberté nationale qui puisse être pleine si on a travaillé à la conquérir soi-même. »